Ah, les vacances de Noël dans les années 90, c'était vraiment quelque chose, hein. Je te parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et ils vont le regretter. Attends, je te resitue le contexte. T'es en plein mois de décembre, t'es à la maison en plein après-midi, en plus il fait nuit à 16 h donc t'as la flemme de sortir et tu décides de te mettre sous un plaid et de regarder les programmes de Noël. Et ouais, les programmes télé à l'époque c'était indispensable, surtout dans cette période qui était littéralement la meilleure période de l'année pour regarder la télé. Et si t'avais le malheur de louper ton film préféré, tu devais attendre un an pour espérer qu'il le repasse. À l'époque, t'avais toujours des gros classiques qui passaient à la télé, comme les Disney qui passaient en boucle. Mais moi, j'ai envie de te parler des téléfilms un peu sombres, où ça parlait du Moyen-Âge, de princesses, de dragons, d'animaux fantastiques. Ces téléfilms-là, ils passaient en plein après-midi sur TF1 ou M6, mais j'ai l'impression que personne s'en souvient. J'ai fait une vidéo dernièrement sur la caverne de la Rose d'Or, et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir de voir tous les nostalgiques la commenter. Aujourd'hui, je suis là pour à nouveau déterrer tes souvenirs qui m'ont fait aimer la période de Noël. Je te parle de ces films-là que tout le monde a vus mais que personne n'a regardé. Et aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale Noël, on va parler de La Princesse et le Pauvre. Si tu connais ce téléfilm, dis-le moi dans les commentaires. Et surtout, je t'invite à liker, à partager la vidéo à tes potes. Ah oui, oublie pas de la booster aussi, tu le fais en un clic, c'est gratuit et moi ça m'aide beaucoup. Dis-moi dans les commentaires la prochaine fois on parle de quel film. La Princesse et le Pauvre, comme tous les autres programmes de Noël, je suis tombé dessus strictement au hasard. J'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait des vieux effets spéciaux et tout, et je me suis dit pourquoi pas. Et maintenant tu te demandes peut-être ça parle de quoi? Ça parle d'un royaume du Moyen-Âge. Et qui dit royaume dit roi et reine. Et qui dit roi et reine dit roi et reine qui ont des problèmes. Et pour eux leurs problèmes, en tout cas à l'époque c'était souvent le cas, c'est de trouver un héritier. Malheureusement, le roi et la reine ont un petit problème de fertilité et donc ils sont dans la merde pour trouver un héritier. Ah si, ils ont une solution, c'est de laisser le trône au frère du roi. Et tu connais dans ce genre de film, le frère du roi, c'est souvent l'opposé du roi. Le frère du roi, c'est souvent un pourri. Il est sadique et cruel, il veut faire du mal à son peuple. Donc bon, le laisser s'asseoir sur le trône, c'est pas du tout dans les plans. Le problème, c'est que dans ce royaume, il y a une règle implicite. Si t'as pas d'héritier, t'es obligé de laisser le trône au parent le plus proche. Du coup, le roi il se pisse dessus, il dit impossible, je donne le trône à mon frère qui va faire la misère à tout le monde. Et ben il se dit, je vais aller voir un magicien. Parce que oui, la magie de Noël, quand t'as un problème, tu fais appel à la magie. Le roi Amil se rend alors dans la grotte du sorcier pour trouver une solution à son problème de fertilité. Et là, il y a déjà un easter egg. Tu vois sur ce plan à l'arrière? T'as reconnu? On aurait dit les statues de Tarabas dans la caverne de la Rose d'Or. J'ai l'impression que c'est le multiverse. Le sorcier s'appelle... Épose, roi de tous les maléfices. Ouais, aussi dans ces films, ils aimaient trop donner des noms à rallonge pour donner du poids à l'antagoniste. En bon roi, alors, il propose au sorcier de lui donner sa vie contre un enfant. Epos, qui est censé être le sorcier le plus maléfique du monde, eh ben il accepte de lui donner une potion magique pour avoir un enfant, mais sans prendre sa vie. Et là, je me suis dit bizarre un peu. T'es maléfique ou t'es pas maléfique, frère? Pourquoi tu fais le bon d'un coup? Mais derrière, j'ai vite compris pourquoi. C'est pas Epos qui a donné la solution, c'est son stagiaire, pendant qu'Epos était absent. Sauf que son stagiaire, lui, c'est un petit gamin tout mignon et il est cher gentil. Même si Epos, lui, veut faire que le mal, eh ben son stagiaire qui s'appelle Gamesh, lui, il veut faire du bien. Faut savoir qu'il a aussi été ensorcelé, ça fait plus de 100 ans qu'il est enfermé dans un corps de gamin. Epos, lui a promis de le laisser grandir s'il suit tous ses préceptes. Mais bon, un vieux sorcier qui fait des promesses, on connaît, hein. Ah oui, fun fact sur Gamesh, sa voix française, c'est la voix de Hey Arnold dans le dessin animé. D'ailleurs, j'aimerais trop parler aussi des séries de mon enfance, si ça t'intéresse, tu me le dis dans les commentaires. Bref, là encore, c'est du classique. T'as Gamesh qui va concocter une potion magique à base de jus de chaussette et du sang du roi pour pouvoir lui permettre d'avoir un enfant. Quelques temps plus tard, le roi il a pas chômé, parce que derrière il a eu un enfant direct. Epos, lui de son côté, grâce à la télé 4K qui lui permet de voir tout ce qui se passe dans le monde, eh ben il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas. Lui il a jamais demandé à ce que le roi ait un enfant pour qu'il puisse avoir un héritier légitime. Ce qui est en train de se tramer là, c'est une fin heureuse, mais le sorcier lui il veut faire du sale, donc ça lui va pas du tout. Donc ce qu'il va faire Epos, c'est qu'il va envoyer ses mascottes, ses petits monstres, pour aller parler à Migal, le frère cruel, pour lui dire fais attention, il y a un héritier qui arrive. Mais là, t'as Migal, il vire. Il se dit ouah, il y a un gamin qui est venu niquer mes plans, je me voyais déjà en train de twerker sur le trône, mais pas du tout. Si ça continue, je vais juste m'asseoir sur les chiottes en fait. Donc ni une ni deux, il décide de kidnapper l'enfant et de l'abandonner à la campagne. Donc l'enfant légitime va être recueilli par une famille modeste. Aujourd'hui, ce serait une famille de la classe moyenne dans la France de Macron. Le roi et la reine sont dévastés par la nouvelle, mais ils décident quand même de trouver une solution et d'adopter une petite fille. Cette petite fille s'appelle Mirabelle et elle va grandir en tant que princesse dans le château pour être plus tard la grande reine.
Mais en vrai, pour l'instant, elle est pas au courant, mais elle est pas censée être là, elle. C'est juste le bouche-trou du roi, en fait. Pendant ce temps-là, le vrai héritier grandit loin de son château, avec un autre frère, dans une famille pauvre, il a tout perdu, mesquine. Bref, pour te résumer, on a une princesse qui est pas vraiment princesse, un pauvre qui est pas vraiment pauvre, et un magicien qui tient les ficelles. Mais bon, depuis que Mirabelle a été embauchée en tant que fille, eh ben Miguel essaye de lui faire la misère. Entre-temps, elle a grandi, elle sait comment ça fonctionne un royaume, et ben Miguel, il va pas hésiter à la mettre à l'épreuve. Par exemple, il va lui ramener des personnes qui ont volé dans un marché, pardon, pour lui dire, bah faut que tu exerces ta sentence. Dans le royaume, quand tu voles, on te tue. Elle doit prouver à tout le peuple qu'elle sait être ferme et qu'elle a les épaules pour tenir un royaume. Et dans ce cas-là, elle va prendre des décisions super dures, comme condamner une personne à mourir. C'est là que tu as la vision des deux sorciers qui vont s'opposer. Tu as le premier Epos, qui lui veut semer le chaos de partout. Et tu as le second Gamesh, lui, il veut que ça se termine en joli conte de fées. Ce que j'aime bien dans ce téléfilm, c'est que les deux sorciers sont à la fois acteurs, spectateurs, mais aussi scénaristes. En effet, ils ont la possibilité de décider de l'avenir des protagonistes. Pour un téléfilm de Noël, honnêtement, je trouve ça assez bien ficelé. C'est grâce au bon sorcier que le roi a pu avoir un enfant, mais c'est grâce au mauvais sorcier que l'enfant s'est fait kidnapper. Derrière, il a pris un enfant en adoption, et le bon sorcier va tout faire pour que cet enfant-là rencontre l'enfant légitime. Le but, c'est que les deux se posent ensemble pour que l'héritier du trône retrouve son trône. Et les deux sorciers vont littéralement représenter le destin de ces personnes. Le petit sorcier va représenter le destin favorable, et le mauvais sorcier, Epos, va représenter le chaos. Si Gamesh gagne et que tout se termine très bien, il va pouvoir grandir et s'épanouir. Si c'est le sorcier qui gagne, il va le garder en tant qu'esclave. On revient ensuite sur Migal, le frère maléfique. Maintenant qu'il sait que Mirabelle va hériter du trône, il va essayer de la gérer. Bon, il va essayer de la gérer, j'appelle ça moi de l'harcèlement sexuel personnellement. Il a tenté d'être un peu trop entreprenant et il s'est mangé un revers. Mais il a pas lâché l'affaire, tu vois, c'était l'ambiance mariage forcé de l'époque. Il lui a dit clairement, de toute façon je suis le seul pélo qui est disponible pour toi, donc à un moment tu seras obligé de m'épouser. Après ce petit échange sans consentement, la princesse veut changer d'air. Elle se dit j'ai envie de trouver un endroit où je serai tranquille, où on va pas me considérer comme une princesse, où j'aurai pas toutes ses responsabilités. D'un coup, dans un recoin de sa chambre, elle entend des bruits bizarres. Et là elle y va et elle tombe sur les mascottes du sorcier. Une souris, un chat et un chien humanoïde si je me trompe pas. J'ai jamais compris dans ces téléfilms de Noël, encore une fois, les princesses elles sont jamais choquées de ce qui arrive. Elle les voit, elle se met à sourire, un peu à rigoler, etc. À sa place, je suis la princesse, je les fais exécuter direct, je fais pas de détails. Non mais regarde-moi cette scène, elle est pas terrifiante? C'est vrai, nous sommes venus là pour ça. Alors, comme je... Laisse-moi parler. Il se trouve... On aurait dit des pélos qui sont en train d'harceler une femme dans la rue. Mais ce que je t'ai pas dit, c'est que ces trois monstres ont été envoyés par Gamesh, le bon sorcier. Son but, lui, c'est d'arranger une rencontre entre la princesse et le futur roi. Ça a pas loupé, ni une ni deux, la princesse prend ses affaires et file à la fête des récoltes. C'est encore une fois ses petits compagnons qui vont l'aider à fuguer, qui vont la déguiser pour qu'elle passe à trave. Là, elle va faire la rencontre des deux frères, Ademaro et Leonardo. On est parti sur un triangle amoureux. La princesse Mirabelle rencontre Leonardo en premier. Lui, c'est quelqu'un qui est très arrogant, très sûr de lui. Pour lui, il peut avoir toutes les femmes qu'il veut, etc. Ils ont croisé leurs regards durant les Jeux Olympiques du pauvre et ça a été le coup de foudre. Mais bon, téléfilm de Noël oblige, dès qu'une princesse quitte son royaume et croise le regard d'un villageois, elle s'enfuit. Ça a pas duré longtemps, parce qu'il a vite retrouvé à la fête du village et ils ont même partagé une petite danse. Il a essayé de l'embrasser, elle l'a giflé, je crois. Bien sûr, il y a des petits dialogues entre eux. On sent que Leonardo, il est très sûr de lui, il sait qu'il va la gérer tranquille. Elle fait la femme saoulée parce qu'il est trop lourd, etc. Mais en vrai, elle veut, hein. T'as compris, elle fait la femme fermée, mais on sait qu'elle est tombée sous son charme. Bref, encore une fois, elle décide de prendre la fuite, et lui décide de la chasser comme dans un clip de Faudel. Et devine c'est qui va l'aider à se cacher? Eh ben le frère de Leonardo, Ademaro. Peut-être, mais rien n'est plus beau que la tristesse ou la mélancolie amoureuse. C'est quelque chose que tu ressens dans ton cœur, qui te serre le ventre. Et lui, bah il est lent, il m'a saoulé. Toujours avec des discours à l'eau de rose, il fait le mec rêveur, poétique. Arrête de saouler, frérot. Par contre, on le dit pas assez, hein, mais la princesse, en 10 minutes en dehors de son royaume, elle a déjà fait 2 dates. Et 2 dates avec deux frères qui ont un profil totalement différent. T'as le premier qui est sportif, beau, orgueilleux, je sais pas quoi, et t'as le deuxième qui est rêveur, poétique, etc. Le premier qui fait du sport à haut niveau, le deuxième qui fait de la flûte. D'ailleurs, à Desmaraux, j'ai l'impression que c'est le même acteur qui faisait Tarabas dans la caverne de la Rose d'Or. Encore une fois, ça se croise. À la fin des 2 dates, à ton avis, elle a choisi qui? Elle a choisi les deux. Sauf qu'il y a un truc qu'elle a pas capté. Dans les deux frères, il y en a un, c'est l'héritier légitime du trône, et l'autre, c'est juste un villageois pauvre.
À ce stade du téléfilm, on nous oriente un peu dans le scénario pour nous dire que c'est Leonardo qui sera l'héritier légitime. Parce qu'il est beau, qu'il est fort, qu'il est grand, qu'il est confiant et qu'il sait tenir un royaume. Alors qu'Ademaro, lui, il est trop fragile. T'as même pas envie de lui confier un paquet de gâteaux. Par la suite, Ademaro fait tout pour revoir sa dulcinée. Ils organisent un deuxième date et là, il était sur le point de l'embrasser. Et à ce moment-là, t'as Leonardo qui débarque. Et là, on a une scène de combat fratricide incroyable. Non, je rigole, on aurait dit les mêmes chorés que dans la série Hercule de l'époque. Mirabel vient séparer les deux frères, normal, parce qu'ils sont en train de se battre par rapport à elle. Ademaro, à ce moment, il fait le canard un truc de fou. J'avais l'intention d'aller te chercher. Alors que Leonardo, il reste fier. Il fait croire à Mirabel qu'il l'aime pas du tout et qu'il s'en pète un rein de sa vie. Baissez vos armes. Je ne veux pas que vous vous battiez pour moi. Mais on ne se bat pas du tout pour toi. Qu'est-ce que tu crois? Il s'est même permis de l'humilier totalement. Il lui a mis la gueule dans la boue, etc. Eux, ils sont pas au courant au village, mais la princesse, elle a du pouvoir. Donc quand elle rentre chez elle, elle a la chair à la haine. Parce que lui, il l'a humiliée pendant toute une journée. Et elle se dit, bah écoute, je vais me venger. Elle va ordonner alors à ses gardes de ramener Leonardo pour qu'il soit mis en esclavage. Personnellement, comme vengeance, j'aurais pas fait mieux. Mais ça met un peu des bâtons dans les roues à Gamesh. Il va pas épouser Mirabel alors qu'elle a littéralement traité son frère comme un chien. Elle ramène Leonardo au château. Et là, elle commence à le déguiser en bouffon. Elle le ramène dans la forêt, elle le fait tirer par ses chevaux, etc. Elle lui a fait une hagra totale. Entre-temps, Mirabel retourne voir Ademaro, son deuxième gars et accessoirement le frère de l'esclave. Elle joue vraiment sur les deux tableaux, cette fille de joie. Mais ce deuxième date, ça se passe pas très bien. Parce qu'Ademaro, lui, il a fait que cracher sur la princesse, sans savoir que c'était Mirabel. Donc là, t'es en train de cracher sur la princesse, sans savoir que c'est la femme que t'aimes et qu'elle est en face de toi. D'un coup, retour au château, et t'as Leonardo qui part dans un monologue. Dans un premier temps, il dit tout ce qu'il pense de Mirabel en bien. Il dit qu'il est tchalé d'elle, qu'elle est belle, etc. Et d'un autre côté, il dit que du mal. Sauf que Mirabel, elle arrive pile au moment où il est en train de cracher sur elle. Pour le coup, la première fois, elle est rentrée chez elle, il y avait deux gars qui étaient amoureux d'elle, et là, elle a l'impression que tout le monde lui a craché dessus. Derrière, on a une petite scène avec une bonne morale. La princesse se rend compte qu'elle a fait de la merde avec Leonardo, et va s'excuser auprès de lui. Et derrière, elle lui ramène toutes ses servantes, et elle lui dit « Choisis parmi elles ta femme ». Et à ton avis, il a choisi qui dans tout le tas? Eh ben, elle a choisi la petite souris. La petite mascotte qui avait été envoyée par Gamesh. Tout ça pour nous dire en gros, c'est l'intérieur qui compte, elle est gentille avec moi, elle s'est toujours bien comportée, etc. Mais avec du recul, elle est bien la morale, hein. Mais c'est de la zoophilie. Leonardo, c'est qui? C'est Astérion? Dans la deuxième partie, c'est là que tout part en vrille. Miguel en a marre de patienter, ça y est, il veut le trône, tu vois, il a pas le temps. Dans un premier temps, il commence à vouloir tuer Leonardo, mais Leonardo réussit à s'enfuir. Mais en parallèle, dans un timing éclaté, t'as Ademaro qui arrive au château pour demander la libération de son frère. Donc derrière, tu connais, il est au château, il va donc rencontrer la princesse, sans savoir que c'est Mirabel. Et après une longue discussion, honnêtement, je suis perdu, j'ai rien compris. Elle dit encore qu'elle aime les deux personnes. Sauf qu'Ademaro, lui, il a compris. Il lui dit clairement, je sais que tu m'aimes comme un ami seulement, mais c'est l'autre que t'aimes vraiment. Ouais, c'est friendzoné tout seul, mais au moins il part digne. Dans un même temps, t'as Miguel avec ses troupes qui est parti récupérer l'esclave. Et là, il en profite pour mettre le chaos de partout. Il a cramé le village, tué des villageois, etc. Mais surtout, il avait bien ficelé son plan, parce qu'il avait payé un complice pour tuer le roi. Mirabel, il a fallu qu'elle attende que son père agonise pour dire enfin qu'elle aime Leonardo. Sauf qu'à ce stade, elle pense pas que c'est réciproque. Et son père lui indique alors que si elle veut pas épouser Leonardo, elle va épouser Miguel. Mais bizarre cette règle un peu, devoir absolument épouser le parent le plus proche. Ça veut dire si elle avait une sœur, elle serait mariée avec sa sœur. Après un petit coup du destin, ils arrivent à prouver que c'est une personne de la garde royale qui a tué le roi. Derrière, t'as alors le roi qui était toujours agonisant, pas encore mort, qui dit à Mirabel d'épouser Leonardo pour ramener la paix dans le village. Leonardo, il se dit si c'est pour ramener la paix, accessoirement, la femme elle est fraîche, et bah pourquoi pas l'épouser. Sauf que Miguel, il l'entend pas du tout de cette oreille. Il décide d'affronter Leonardo dans un combat à mort. Bon, le combat, il n'a pas duré 2 minutes, il se fait humilier et il meurt. Donc le mariage entre Mirabel et Leonardo est organisé. Ils te font croire que c'est un mariage forcé, alors que les deux, ils sont tchalés l'un de l'autre. Plot twist de malade à la cérémonie de mariage. Là, t'as Ademaro qui vient annoncer à Leonardo que de base, c'était lui l'héritier légitime du trône. Et donc là, il vient juste de récupérer sa place logique. C'est à ce moment-là que tout le monde se rend compte que Neji avait raison et que rien peut aller à l'encontre du destin. Ah non, on n'est pas dans Naruto là, désolé. Moi, ce qui me choque le plus dans cette scène, c'est qu'ils se sont vite fait à l'idée de tout ça. Que lui, en fait, il est pas pauvre et que c'est le futur roi. Que Mirabel, sa nourrice, c'était sa mère. Ça a duré 2 minutes, ils ont dit ok.
Il n'y a pas eu de choc émotionnel ou quoi que ce soit, c'était comme si on leur disait qu'il n'y avait plus de céréales. Mais ce qui est marrant, c'est de voir les rôles s'inverser. Tu te rappelles quand elle l'a déguisé en bouffon? Et ben Leonardo lui fait comprendre qu'il va lui faire la misère aussi. Là, Mirabel, elle sent la carotte arriver, elle décide de s'enfuir. De toute façon, elle, dans le film, elle a passé sa vie à fuir ses problèmes. En bon roi, Leonardo part à sa recherche. En parlant de roi d'ailleurs, t'as le père adoptif de Mirabel qui réapparaît comme un genoune avec des effets spéciaux incroyables. Ma fille. Tout ça pour lui dire que tout ce temps, il l'avait vraiment considérée comme sa fille et qu'il l'aimait de tout son cœur. Il en profite aussi pour lui annoncer les plans d'Epos et elle décide d'aller le confronter dans sa grotte. Et on comprend que ça va encore plus loin. Epos, c'était pas seulement une histoire de pari avec Gamesh. On comprend qu'il a besoin de Mirabel pour lui prendre ses forces et conquérir le monde ou un truc comme ça. Et là, il a tout gagné honnêtement. Hein. Déjà, elle refuse de se marier avec Leonardo qui est l'héritier légitime à ce stade de la vidéo. Mais en plus, elle va se livrer d'elle-même dans la grotte du sorcier. Que demander de plus? Pour pouvoir mettre ses plans à exécution, Epos doit épouser Mirabel. Ouais, je sais, tu vas me dire Epos il a 3000 ans, elle en a 22 à tout casser, il y a un gros écart d'âge, mais moi je connais pas mal de couples où il y a 6 ans d'écart, hein, on va pas en faire un fromage. Là où par contre c'est devenu vraiment glauque, c'est quand j'ai entendu cette ligne de dialogue. Aussi, en fait, il faut que je te prévienne que tu vas devenir ma femme. Est-ce que tu oserais menacer ton père? Dans une première phrase, Epos annonce à Mirabel qu'elle va l'épouser. Et juste derrière, il indique que c'est son père. Et là, ça nous donne un vrai indice sur la région où a été tournée cette série. Dans le Nord. Ça va, je rigole les gars, paniquez pas. Honnêtement là, j'ai trouvé que ça prenait une tournure bizarre. Parce que dans tout le film, c'était bon enfant. Hein. Gamesh et Epos qui jouaient entre eux sur le destin, etc. Mais il y avait rien de fou. Là, Epos, j'ai l'impression qu'il en a plus rien à foutre. Même le scénario, il s'en fout totalement, il est en roue libre. Derrière, t'as les villageois avec Leonardo et Ademaro qui veulent en découdre avec le sorcier. Donc ils débarquent aussi à la grotte. Mais dès leur entrée dans la grotte, t'as Epos qui leur jette un sort et ils se transforment en pierre. Epos et Mirabel étaient sur le point de se passer l'anneau. Mais c'était sans compter sur Gamesh qui allait détruire tout le labo. Pendant que Gamesh lance des gros coups de marteau sur tout ce qu'a construit Epos, et bah t'as encore Epos qui a une réaction tout à fait bizarre. Gamesh, non, non! Ne fais pas ça! Méfie-toi, tu vas tout détruire! T'as Epos qui lui dit littéralement « Non, ne fais pas ça, tu vas tout détruire !» Mais qui bouge pas de sa place. T'as l'impression qu'il lui a dit ça comme si Gamesh avait été maladroit, qu'il avait fait tomber un truc par terre sans faire exprès. C'est à ce moment-là qu'Epos commence à perdre tous ses pouvoirs, et donc les villageois commencent à retrouver la mobilité et à redevenir des humains normaux. Là encore une fois, on a le combat final, le sorcier contre l'héritier légitime du trône. Pendant ce temps-là, t'as Ademaro, lui, qui a suivi sa formation sécurité incendie, qui va évacuer tous les villageois. On apprend derrière qu'Epos et Mirabel ont un destin lié. Si Epos meurt, Mirabel elle crève aussi. Mais si je meurs, tu mourras avec moi! Parce que tu es faite de la même magie que celle qui m'a généré! Mais c'est bizarre parce qu'au moment où on apprend ça, Mirabel elle meurt sous nos yeux, mais lui il est toujours là en train de se taper contre Leonardo. On n'avait pas dit échange équivalent de base? Après une longue bataille, t'as le sorcier qui crève, normal c'est le méchant, mais on apprend que Mirabel est aussi morte. En écoutant les dialogues, en tout cas, on comprend très bien que Mirabel elle est morte là et que personne ne peut la ramener. Mais ils sont totalement foutus de notre gueule, hein, regarde-moi cette vidéo. On est d'accord qu'elle respire là, on voit son pouls. À la limite, tu peux me dire elle dort, mais dis-moi pas qu'elle est morte. Et là, t'as Gamesh qui débarque avec une potion magique pour réveiller Mirabel. Ce liquide magique, elle a une petite chance. Après, je sais pas, sa potion magique, si elle marche concrètement, hein. Mais moi, personnellement, voilà ce que j'aurais mis. Pour moi, en tout cas, ça marche très bien hein, quand je dois aller au taf le matin. Et là, on a le dernier plot twist incroyable. En fait, Ademaro, c'est lui l'héritier légitime du trône. C'est lui le futur roi. Leonardo, lui, c'est juste un pauvre. Mesquine, lui, on lui avait fait croire que sa vie allait changer avec le trading, qu'il allait aller habiter à Dubaï avec des Lamborghini, des penthouses et tout. Il va rien avoir du tout, Mesquine. Il retourne dans la pauvreté. Parce que oui, le vrai des vrais rois, c'est Ademaro. On a fait croire à Leonardo qu'il allait devenir riche et célèbre. Et ben là, on lui a dit retourne dans ta pauvreté. Derrière, Gamesh, il va réveiller Ademaro et lui annoncer la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, frérot, toi tu deviens roi, par contre tout le reste de ta famille retourne en Hesse. Mais Mirabel, elle aurait pu michetonner Ademaro et partir au château. Eh ben non, elle a décidé d'écouter son cœur et de retrouver Leonardo le pauvre. Les deux se déclarent leur flamme et vont vivre d'amour et d'eau fraîche. Bah ouais, ils ont pas un rond. En vrai, le film s'appelle La princesse et le pauvre, mais il aurait dû s'appeler Le pauvre et la pauvre de sa mère la pauvre.
Résultat, le vrai prince devient prince, les méchants dégagent et Mirabel devient pauvre. Pour être honnête, est-ce que c'était un bon téléfilm? Bah non, pas forcément. Est-ce que les effets spéciaux et les costumes sont bizarres? Ouais, totalement. Est-ce que les dialogues sont gênants? Ben ouais, mon pote. Par contre, c'est tout ce qui faisait l'ambiance de Noël de l'époque. Là, dans ma vidéo, je suis un peu sarcastique, je critique, j'en rigole, mais sache que ce film-là, je le regarde à nouveau chaque année. Si t'as aimé cette vidéo nostalgie, oublie pas de t'abonner, de liker, de republier la vidéo à tes potes. Et toi, dis-le moi dans les commentaires, c'était quoi ton film préféré de Noël? Et la prochaine fois, on parle duquel? Sur ce, je te laisse, je te souhaite un bon réveillon, de bonnes fêtes de fin d'année, on se dit à la prochaine.